Bonjour mesdames et messieurs, bonjour toute la communauté des îles, Caraïbes, Océan Indien, Pacifique et aussi Atlantique Nord. On se retrouve une nouvelle fois après une première tentative pour le lancement de cette première émission, donc la transmission, collaboration avec l'association Femmes au-delà des mers présidée par Gisèle Bouquin qui va nous dire quelques mots dans quelques instants. En tout cas, on s'excuse par rapport à ces aléas. Ce sont des aléas du direct. Malheureusement, il arrive parfois qu'il y ait quelques connexions. C'est pour cette raison d'ailleurs que je préfère donc faire les émissions enregistrées, donc qui évitent tous les problèmes techniques. En tout cas, merci pour votre patience. Donc la transmission, je disais, donc c'est cette rencontre donc avec Femmes au-delà des mers, puisqu'on a posé une réflexion donc sur le fait qu'on s'est dit que c'est quand même très très important donc de favoriser donc l'échange culturel, donc l'échange, la transmission intergénérationnelle. Et c'est le sens de notre démarche aujourd'hui. Donc Gisèle va nous dire quelques mots par rapport à son association Femmes au-delà des mers. Gisèle, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Et je vais faire court. Donc, Femmes au-delà des mers est une association d'intérêt général qui a été créée pour montrer l'apport de la femme en général avec les hommes et les femmes de tous horizons et l'apport des femmes des Outre-mer de tous les océans pour montrer leur rapport à la marche du monde. C'est prétentieux, mais c'est vrai, parce qu'elles ont justement des vues différentes, des cultures différentes et qui sont très porteuses. Bon, pourquoi la transmission? Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui transmettent, mais tout de même. Il me semble que Femmes au-delà des mers a une mission qui est une mission d'intergénérationnel, de montrer le chemin, de montrer des modèles. Et pour nous, il était important de se pencher avec les personnes qui vous seront présentées tout à l'heure sur ce thème qui est galvaudé, mais nous voudrions, nous, lui donner un certain corps. Alors, nous allons bien sûr travailler sur Monsieur Preston Pellage va vous dire tout ce qu'on a comme intention sur ce thème qui est très important. Et nous allons, dans cette émission, essayer d'avoir 3 volets que je vais vous expliquer tout à l'heure. Je laisse le soin à Preston Pellage de présenter les 2 autres invités qui nous font le plaisir En effet, donc il nous semble important donc de favoriser cette passation, donc cette passerelle entre les savoirs des aînés vers la jeunesse, et d'où le principe même de l'émission, la transmission. Donc pour cela, on a invité donc pour ce lancement aujourd'hui donc un spécialiste et une jeune qu'on va vous présenter dans quelques instants. La thématique d'aujourd'hui, donc c'est les traditions et coutumes ancestrales aux Antilles. Comment elles se perpétuent donc à travers les différentes danses, chants, ainsi que les rituels et cérémonies religieuses. Voilà, donc sans plus tarder, on va accueillir donc Raymond Otto, qui est un anthropologue sociologue qui œuvre énormément au niveau de la zone caribéenne, donc pour comprendre et surtout mettre en exergue l'évolution de la société caribéenne. Et aussi, je t'en prie, Raymond. Non, j'allais dire, en fait, c'est un travail de passerelle entre toutes les communautés qui sont présentes dans le bassin caribéen pour trouver les dénominateurs communs, donc ce qui nous relie, et ensuite travailler sur nos singularités, toujours dans la transmission culturelle. Voilà, tout à fait. Et on a donc Naomi Gênes, qui est une jeune diplômée artiste créatrice, donc elle fait de très très belles choses, on aura l'occasion de vous en parler un petit peu tout à l'heure, qui, elle, elle se présente aujourd'hui parce qu'elle s'intéresse au sujet donc des traditions. Elle aura beaucoup de questions à poser, donc à Raymond ainsi qu'à Gisèle, parce que Gisèle aussi, elle connaît beaucoup de choses. Donc c'est vraiment culturel, c'est aussi ça, c'est vraiment cette convergence d'idées, cette convergence aussi par rapport aux différentes îles, parce que du coup, on a la Guadeloupe et la Martinique qui est représentée. En tout cas, merci à vous d'avoir répondu présent donc, pour cette invitation. Avec plaisir. Alors, je te laisse le soin de commencer, Gisèle. Que je commence. Donc, je voulais tout de suite demander, comme ça, et surtout à Naomi, qu'elle nous dise
pour elle qu'elle nous donne des exemples de traditions qui l'ont marquée, que ce soit dans les arts vivants, que ce soit dans les cuisines, que ce soit ailleurs. En fait, déjà, la première tradition qui m'a marquée, ça sera le gros cas. C'est vrai que c'est une façon de danser assez particulière, hein. Je sais que quand j'étais en primaire, du coup, dès le primaire, en fait, aux fêtes de fin d'année, on nous faisait faire une représentation et du coup, ils faisaient intervenir le gros cas avec des tambours, etc., etc. Et du coup, c'est la première tradition que j'ai pu expérimenter, on va dire, et le quadrille également. Et du coup, ce sont des danses qu'on nous fait expérimenter dès l'enfance, hein, en réalité. Et du coup, c'est très intéressant à découvrir parce que chaque danse a sa particularité. Et en fait, moi, je vais rebondir sur ça et je vais vous demander, mais en quoi, en fait, les danses, en général, sont importantes, en fait, dans la transmission, par exemple? Bon, alors, si tu me poses une question, on va la poser à Otto, tu me poses une question, mais moi, j'avais envie de te demander le quadrille, par exemple, est-ce que ça t'évoque, et d'autres danses aussi. Mais bon, pour moi, les danses sont extrêmement importantes pour une raison simple aussi, c'est qu'elles traversent le monde. Et que là, tu vois, tu as des danses ancestrales aux Antilles, mais tu les retrouves avec des variantes au Brésil, tu les retrouves un peu partout. Donc, je trouve que c'est du particulier à l'universel. Et voilà. Et je voudrais, mais on va voir si on a le temps tout à l'heure, je voudrais que toi, tu me parles du quadrille. Et je vais donner la parole maintenant à Raymond pour qu'il me parle des danses. On a encore plein de questions. Si je peux me permettre aussi, Gisèle, c'est vrai que on a toutes ces danses aux Antilles, mais j'ai vraiment envie de savoir concrètement comment est-ce que ça a commencé, comment est-ce qu'on est arrivé à avoir de telles pratiques. Et pour le coup aussi, ce sera une question pour Raymond. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, que ce sera vraiment ancré dans la culture populaire, que ce soit au niveau du gros cas, du quadrille et aussi du belay en Martinique. Alors, je laisse peut-être Raymond répondre et puis je vais intervenir. D'accord. Pour répondre les 3 phases de la question, danse, spiritualité et rapport au corps sont intrinsèques à tout peuple. Je voudrais rajouter alcool aussi, mais pas au sens moderne du terme où il faut faire attention. En fait, chaque peuple a son alcool, son rapport aux divinités, son rapport au corps et à la spiritualité. Alors, l'exemple du quadrille, c'est assez intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est anodin ce que tu m'as posé comme question, Naomi, mais en fait, il révèle une lutte identitaire qui a été longuement menée en Guadeloupe et en Martinique par rapport, effectivement, au roi Soleil, Louis XIV. Et en fait, tu as 2 types de quadrilles qui sont enseignés en Guadeloupe. Le quadrille au commandement, en fait, qui va s'établir sur l'autre partie de l'île, c'est-à-dire du Lamentin, en passant par Anse-Bertrand, le Moule, tout ce que tu veux. Et le quadrille sans commandement, puisque c'était la première partie de l'île, c'est-à-dire qui va de Baïf, Basse-Terre, jusqu'à Sainte-Rose. Et c'est important parce que c'est une manière pour les gens de se dire effectivement que le tout venant de Paris n'était pas forcément intégré et accepté sous nos latitudes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... il y a un petit retour. Je crois que c'est au niveau de Gisèle. Il ne faut pas que vous soyez connecté à la page Facebook. Sinon, ça fait une interférence. Alors, je t'en prie, je te laisse continuer. Oui, et donc, lorsque tu analyses la pratique... Oui, il y a un retour, il y a un double son. Lorsque tu analyses la danse quadrille, et justement, dernièrement, je discutais avec une amie sur ça, qu'il faut vraiment qu'on précise ça aux jeunes danseurs. En fait, c'est une danse mathématique. Et si tu connais les phases et que tu as envie de rencontrer un homme, tu t'organises pour te retrouver dans la bonne phase. Et ce qui fait qu'au final, tu vas te retrouver avec la personne que tu souhaiterais discuter. Ça va te laisser 20 secondes pour pouvoir lui dire ce que tu as à lui dire et sortir. Ça, c'est le premier côté de la danse que les gens ne connaissent pas. La deuxième, c'est qu'en fait,
c'est des danses qui nous viennent de Roumanie et de Vienne, donc forcément qui ont été adaptées sur nos latitudes et qui ont été codifiées selon nous. Mais il faut toujours que tu gardes à l'esprit qu'il y a un rapport au corps qui n'est pas toujours transmis. Lorsque tout à l'heure, je parlais de légitimation et légitimité, quelquefois, lorsque les gens ne sentent pas que tu sois prêt à recevoir le code, ils ne te le transmettent pas. Et depuis quelques années, puisque j'ai repris le travail d'accompagnement avec une association de cabecères qui est assez particulière, puisqu'en fait, il y avait aussi bien des personnes originaires de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe. On a relancé l'enseignement du quadrille à destination des scolaires, mais en leur donnant tous les codes. Et ce qui fait, ça a donné un renouveau à la danse, et donc beaucoup plus de participants, puisque pendant quelques temps, on a toujours pensé que c'était une danse de troisième âge et donc une danse de vieux, alors qu'en fait, une fois qu'on a expliqué aux gens ce que c'était, vous avez aujourd'hui des universitaires. Donc, l'université Antilles a décidé de s'emparer cette année de cette danse pour pouvoir l'enseigner, mais aussi comme un espace de régulation par rapport aux tensions liées aux études. Donc, ça permet justement d'avoir un espace de répit où les étudiants apprennent cette danse. Et il y a eu une rencontre qui a été organisée par Kamojaka sur l'avis du Memorial Act. Et donc, tu peux retrouver sur YouTube cette fête-là où tous les groupes de quadrilles étaient représentés. Alors, deuxième partie de la... Oui. Oui, excuse-moi de te couper, Raymond. C'est vrai que le sujet, il est très, très vaste. Hein. C'est-à-dire qu'entre la Guadeloupe et la Martinique, on a différentes danses traditionnelles qui sont pratiquées. Entre le goka, le damier, le belay, le quadrille en Guadeloupe et Haute-Taille en Martinique. Donc, justement, le quadrille, donc, c'est l'équivalent Haute-Taille en Martinique. Est-ce que c'est exactement la même histoire, celle que tu es en train de raconter? En fait, ce que Gisèle a dit, qui est vrai tout à l'heure, tu retrouves sur toute la ligne qui sort du Mexique jusqu'au Brésil, les mêmes danses. C'est l'appellation qui change et les codifications qui changent. Tu as des danses de rituel, tu as des danses de combat. Les danses de combat, on les connaît, c'est la Dja de la mort, c'est... il y a une forme de belay en Guyane où c'est un sport de combat. En fait, tu retrouves cette trilogie des danses parce que les danses sont porteuses effectivement de temps dans la vie. Mais c'est les mêmes que tu retrouves avec forcément des variantes. Exemple, pour tout ce qui est Brésil, c'est la première partie de la colonisation. Donc, on a reçu les mêmes groupes ethniques d'Afrique, donc du Haut-Dahomey. Et donc, forcément, tu as une plus grande concentration de tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est religion, parce qu'en fait, les populations sont arrivées avec leurs prêtres, ou si tu veux, les personnes qui sont éligibles à transmettre, leurs danseurs et leur population. Pour le Haut, c'est moins vrai. Pour la Martinique et la Guadeloupe, c'est moins vrai, puisque une fois qu'on a fait le tri au Brésil, on envoyait les esclaves les plus récalcitrants en Guadeloupe, les plus doux en Martinique, ainsi de suite. Donc, forcément, ce n'était pas lié aux groupes humains. Donc, en fait, ces traditions vont se reconstruire au fil du temps, mais au départ, effectivement, le fait d'avoir brisé les chaînes de transmission déjà dans le bateau, ça faisait que ces choses-là vont prendre plus de temps. Tu parlais du damier tout à l'heure, qui est à la fois une danse d'épreuve, mais c'est aussi une danse de combat. C'est-à-dire que c'est une danse d'épreuve lorsque tu veux séduire. Oui, eh bien oui, rapport au corps. Mais c'est aussi un sport de combat, des majors, à l'époque de la plantation, où les gens se réunissaient de manière secrète pour pouvoir rivaliser les uns avec les autres, c'est-à-dire entre le sud de la Martinique, le nord, ainsi de suite. Le damier... Oui. J'ai une petite question rapidement. Pendant la vidéo, le damier me fait penser un peu à la capoeira. Alors, il y aurait un lien? Oui. Absolument. Absolument. Oui, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que nous, maintenant qu'on arrive à se parler, et ce que disait Gisèle est vrai, plus on va se parler, plus on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui nous ressemblent. C'est les appellations qui changent. Presson a dit quelque chose de vrai, mais qui est faux. Il a dit le belay martiniquais. En fait, le belay vient de la Guadeloupe. Mais en fait, on va délaisser cette danse et qui sera... Donc, on va continuer à transmettre dans le nord de la Martinique, ce qui fait que le belay aujourd'hui est souvent avancé comme une danse de la Martinique, alors qu'en fait, non. C'est le travail des historiens, justement, de révéler
les choses. Et pareil pour le chant, parce que qui dit musique, dit danse, mais dit chant. C'est une trilogie, ça va toujours ensemble. Et si tu veux, lorsque tu connais les chants, tu connais la période de l'histoire et tu peux reconstruire effectivement les moments de vie. Parce que c'est ce qu'il y a de bien dans toutes les danses et dans tous les chants qui accompagnent ces danses, c'est qu'en fait, elles traduisent un moment. Je te donne un seul exemple et j'en termine. Pour beaucoup de gens, le tango, c'est une danse de séduction et en fait, non. Le tango, c'est une danse qui est née en prison en Argentine et c'est les hommes qui dansaient entre eux pour pouvoir supporter la détention. Quelque part, lorsqu'on connaît l'origine de la danse, on est un peu surpris. Oui, Gisèle. On t'entend pas. Gisèle. Tu as Oui, coupé ton je son? voulais- Non, je n'ai pas coupé mon... C'est bon, on t'entend, Gisèle. Tu peux parler. Non. Non. Il y a des interférences. On t'entend toujours. On m'entend pas? Voilà, Maintenant, On m'entend ou on n'entend pas? C'est bon. C'est bon? Oui, je voulais, pour rester dans la danse, on pourrait dire vraiment beaucoup de choses. Je trouve que justement, oh là, maintenant ça se répète. Je crois que c'est à ton niveau, Naomi. Je crois que tu sois connecté à la page Facebook. Ah bon? Alors, vas-y, Gisèle. Oui, je peux continuer? Donc, je disais donc que pour les danses, tout ce qui a été dit, moi j'approuve complètement. Et alors, ce que je voulais dire à l'intention de Naomi et de nous tous d'ailleurs, c'est que ces danses, moi quand j'étais enfant, c'était pas toujours bien vu. Bon, maintenant, ça redevient ce besoin de racines, ce besoin d'identité, et vraiment, on danse, on va voir les spectacles et tout. Et là, c'est le rôle de femme au-delà des mers. Je dois citer deux femmes. Une Guadeloupéenne, il y en a plein, hein, mais une Guadeloupéenne qui s'appelle Chantal Loyal, Oui. qui fait des danses, de la danse moderne, soi-disant, mais et aussi elle fait à partir des danses traditionnelles, et c'est très beau. Ça, c'est une Guyanaise, mais une Guadeloupéenne, mais j'en ai plein encore à citer. C'est donc le rôle de femme au-delà des mers. Mais j'ai aussi, je voulais citer Agnès Dru, qui est un peu plus jeune, une Martiniquaise, Oui. qui fait de la danse extrêmement moderne et aussi qui s'inspire de ses racines. Et c'est vraiment très beau, et elle ne reste pas qu'à la Martinique, hein, elle va danser à travers le monde. Et ça, je trouve ça parfait. Et Naomi, tu vois, tu as de belles racines. Oui. Exactement. Mais je te laisse, Raymond, vas-y. Non, j'allais dire, au sus de ce que Gisèle vient de dire, si tu suis un peu l'émergence du hip-hop, tu vas retrouver plein de phases de danse traditionnelle de différentes contrées d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest. Et en fait, c'est lorsque la technologie, pour une fois, la technologie va servir l'histoire, c'est lorsqu'on va se rendre compte en faisant des comparatifs d'images, en fait, le hip-hop ou encore ce qu'on appelle l'urban dance n'a rien inventé. C'est simplement des danses tribales qui ont été mises sur du numérique. Ouais, du coup, c'est un mix de tout ce qu'on connaît, de toutes nos cultures qui sont associées et qui créent une danse. C'est vraiment très intéressant. Mais du coup, en fait, pourquoi au tout début, les danses, elles étaient mal vues? C'est par rapport à leur origine, c'est ça? Non, en fait, ce sont des pratiques secrètes. Si tu veux, lorsque tu es déporté, tu es loin de tes racines, la première chose que tu fais, c'est que tu te crées en communauté. Je ne veux pas vous faire le coup de tout à l'heure sur Paris. Non. Généralement, on se crée en communauté et on met en commun nos imaginaires, c'est-à-dire les petits imaginaires. Je traduis pour toi. Si tu vas à Sarcelles le dimanche, tu te poses sur un banc, tu ne bouges pas et tu écoutes les musiques qui sont jouées. Tu sauras exactement si le parent est encore vivant, à quel moment il arrive en France. Parce qu'en fait, il reste porteur du sens de la culture et des résidus de culture qu'il a dans sa mémoire. Pareil pour la danse. Souvent, les gens nous disent effectivement que telle génération sait danser, telle génération ne sait pas danser. En fait, ça n'a rien à voir. C'est lié simplement au fait que nous reproduisons ce qui nous rassure et ce que nous gardons au sein de nous. Et donc, forcément, pour les esclaves,
il était intéressant déjà de pouvoir danser parce que, mais en même temps, ça leur permettait de transgresser un interdit puisque les maîtres interdisaient à la fois l'usage de la médecine parce qu'ils avaient peur d'être empoisonnés, mais ils ont raté leur coup puisqu'ils ont été empoisonnés quand même du coup. La pratique de la danse, puisque certaines danses sont des danses de combat, donc ils avaient peur pour leur sécurité. D'accord? Et la troisième, c'est celle qu'on connaît, c'est les danses de volupté. Donc forcément, qui dit volupté dit risque que la maîtresse de la plantation se laisse séduire. Mais bon, il ne fallait pas la danse. Hein. Naturellement, elles avaient un petit côté volpone. Donc, Alors, rapidement, avant de passer donc, à l'autre sujet, parce qu'on a beaucoup de choses à voir, je vais dire quelque chose. Oui, alors non, mais justement, c'est vrai qu'on pourrait rester très longtemps sur ce sujet, mais je voulais passer à d'autres choses qui se transmettent. Et j'ai plutôt envie à moins que j'avais envie qu'on parle un peu des fêtes. Des fêtes, voilà. Naomi, est-ce que tu en connais? Est-ce que tu peux nous en parler? Des moments où on se rassemble, qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui te manque? Mais exactement, il y a pas mal de fêtes, hein, notamment en Guadeloupe, où durant toute l'année, on aura différentes périodes qui vont cadencer l'année. Ça va commencer par le carnaval, ensuite on va continuer par Pâques, après il y aura la Toussaint, et ensuite il y aura la Noël. Et toutes ces fêtes vont cadencer notre année. Et à chacune des fêtes, on aura, comment on appelle ça, un plat dédié. Alors, pour quelle raison, en fait, chacune de ces fêtes a été associée à un plat? alors, c'est pas que chacune des fêtes ont été associées, c'est-à-dire qu'on est dans un pays, mine de rien, religieux, puisque toutes nos fêtes dont on parle sont des fêtes religieuses. Alors, même si on essaie effectivement de minimiser l'impact, la deuxième chose, c'est qu'on les a adaptés en fonction des condiments qu'on avait sur place. Je te donne un exemple. Que lorsque tu dis aux gens de ne plus parler de plat pays parce que c'est une arnaque, ben, le dongré et crabe que tu fais, et tu es très fier de ton dongré et crabe, ben, ça nous vient du bocage normand, c'est-à-dire les galettes de farine qu'on faisait avec du pois, déjà. Mais oui, mais les colons sont arrivés avec leur culture. Et la simple chose, c'est qu'ils ont récupéré le crabe parce que c'est ce qu'on avait en plus sur le territoire. Tu vois? Tu prends cet exemple-là. Donc, en fait, oui, je viens de tuer un mythe pour toi. Il me semble que le crabe, il a été utilisé parce que par rapport au manque de... Oui, tout à fait. Pardon? Fallait survivre et donc ils ont pris l'aliment qui était à disposition. Oui. C'est ça, tout à fait. Je te donne un autre plat que tu aimes particulièrement et tu vas être déçu. Mais oui, ton boudin, il vient aussi du bocage normand, puisqu'en fait, les villageois, ils ont toujours fait du pâté de tête, ils ont toujours fait du boudin, ils ont toujours fait de la landouille. Si tu vas sur l'île, tu vas sur Belfort, tu vas retrouver ça, tu vas dire, ah, ils font comme chez nous. En fait, non, c'est nous qui faisons comme chez eux. Donc, si tu veux, le Du coup, en fait, on s'est complètement approprié leur pratique culinaire, c'est ça? Exact. Et n'oublie pas quelque chose, que la France avait une salaison en Norvège. Et donc, le goût prononcé qu'on a pour tout ce qui est salé, ça vient effectivement. Mais oui, ça vient des premiers colons qui sont arrivés. Et donc, lorsque tu fais ton oignon avec ta morue avec ton oignon, eh ben, tu ne fais que reproduire des plats ancestraux. Et le dernier pour la route, si je te dis court bouillon, tu me dis quoi? Le poisson. Oui, mais comment tu le fais? Ben, en sauce, c'est un coup bouillon avec de la tomate, on fait des épices. Laisse tomber. En fait, c'est un plat de marin de Bretagne et ça n'a rien à voir. Hein. Le court bouillon, comme son nom l'indique, c'est court bouillon. Donc, en fait, c'est des tomates, c'est pas des tomates, des pommes de terre d'hiver, d'accord, avec de la persillade et un poisson frais que tu pêches, que tu mets dessus. Court bouillon. Donc... en tout cas, c'est super, Raymond, parce qu'à chaque fois, hein, tu poses des idées par rapport à des faits concrets hein, liés à l'histoire. Et c'est vrai que la plupart des gens, enfin du moins par rapport à la conscience collective, les gens ils ont tendance à penser que ce qu'ils ont reçu, c'est pour acquis, alors que c'est entièrement faux. Là, actuellement, à l'antenne, à l'écran, on voit un bébélé pays. Oui.
Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ce bébélé qu'on raffole, qui est un plat traditionnel emblématique? Oui, oui, oui. Tout le monde pense effectivement que c'est un plat de chez nous. En fait, les gens confondent deux choses. Le manger mêlé, qui était l'association des restes de toute la semaine que tu mettais dans une grande marmite, d'accord, et le bébélé. Et en fait, le bébélé, c'est simplement les légumes pays du moment que tu mets et que tu assaisonnes. C'est-à-dire que ce qu'il y a de bien dans la culture, c'est qu'une fois que tu récupères quelque chose chez l'autre, tu l'agrémentes. En fait, si on n'avait pas récupéré l'arbre à pain en Polynésie, ben, on n'aurait pas pu faire de bébélé. Si on n'avait pas récupéré le taro dans les mers australes, on n'aurait pas pu. C'est-à-dire que tous nos plats révèlent effectivement la part de colonisation qui est entre nous et les choses qu'on a été récupérées chez les autres. Je te donne un dernier exemple. Nous aimons tous le litchi en Guadeloupe, en Martinique. Sauf que le litchi, c'est un mets royal, mais de Chine et du Japon. Tu vois le truc? Mais c'est surprenant en réalité, hein. C'est surprenant de voir à quel point on est un mix de tout. Oui, c'est ça notre richesse. Et lorsque Gisèle disait que au travers du travail de conservation que faisaient les femmes autour de nos pays, les grandes dames sont détentrices de quand est arrivé. Je te donne juste un dernier exemple et on passe à autre chose. J'ai eu à faire un TEDx et j'ai demandé à un ami qui est au Bénin, qui est aussi anthropologue, de me dire quand est-ce que l'igname est arrivé au Bénin. Alors, il s'est payé de ma tête. Je lui ai dit, je te donne 2 jours pour me donner une réponse parce que je dois faire un TEDx et je dois être sûr de mon coup de ne pas sortir une bêtise. Et donc, 2 jours après, je le rappelle et il me dit, mais écoute, tu te fous de moi ou quoi? Ma grand-mère m'a dit, mais c'est quoi ces conneries? Mais non, c'est les Portugais qui ont emmené l'igname au Bénin. Et le gars, il était persuadé, en fait, que l'igname avait toujours existé, ce qu'ils appellent le lion, il avait toujours existé au Bénin. Et en fait, non. Les Portugais et les Espagnols ont récupéré en Amérique latine, puisque ce sont les Indiens Kalina qui cultivaient cette forme de pomme de terre et qui l'ont essaimé dans tout le bassin caribéen et jusqu'en Afrique. Donc, quelquefois, tu es surpris. Et pour revenir sur le plat, ben, lorsque tu regardes les composantes du plat, tu as tout ce qui est arrivé chez nous, y compris notre punch qui est faux. Hein. Le punch, il est dû au citron du Mexique, amené par les Espagnols. Je suis désolé. D'accord. Ben, la canne à sucre, tu sais, pertinemment qui est sortie des mers australes, donc c'est pas de chez nous. Et le rhum qui a été fabriqué chez nous, mais qui est en fait un produit dérivé des inventions des premiers frères jésuites et mis en place. Et enfin, on accorde le fait que ce soit le père là-bas qui ait stabilisé la formule. Mais tu vois, même le punch, il est le frais de ce foisonnement. En fait, on dit de nous, nous sommes des peuples syncrétiques. C'est-à-dire qu'on sait adapter et récupérer tout ce que nous ont apporté les autres. Et dernier exemple, le féroce que nous aimons. Ben, si on n'avait pas piqué sur les Réunionnais, ben non, on n'aurait pas de féroce. Hein. Et pourtant... Mais du coup, moi, personnellement, je ne connais pas forcément le féroce, donc est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu connais le féroce? C'est de l'avocat avec de la farine et du piment. Un petit peu d'huile avec. Et un petit peu d'huile avec et des épices que tu tapes dans une pierre, oui. Ok, très bien. Mais oui, mais en fait... J'ai déjà eu l'occasion de goûter ça, mais en fait, je ne savais pas que ça s'appelait féroce. En fait, selon les îles, ça change de nom. Oui, vas-y Gisèle. Oui, alors ce que je voulais aussi demander à Naomi, c'est qu'elle nous dise, parce que bon, sur la cuisine, merci Raymond d'avoir donné toutes ces explications, et il faudrait presque faire une émission que là-dessus, mais je voudrais demander à Naomi, pour rester dans le domaine culinaire, qu'elle nous indique si elle a des ustensiles particuliers, des ustensiles de cuisine, des éléments du quotidien qu'elle n'a pas vus ici à Paris et qui l'auraient marqué. Je dirais la moulinette. Vous savez, pour faire les gratins, j'ai jamais vu de moulinette ici. Non. Ah bon? Ok. Et si je te dis un cuit, qu'est-ce que tu en dis? J'ai pas compris la question.
Le couille. Ah ben oui, un couille. Un oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, Un lélé. On n'a pas d'image pour illustrer, mais je vais un canari. par la suite. Oui, Un Oui, canari. j'entends pas bien. un canari. Ça bug un peu. Un Alors, canari. Ouais. Hmm. Gisèle, Non, tu j'en ai parles pas. de En fait, l'époque, hein. Bon, non, simplement c'est pour montrer que dans ces pratiques culinaires, il y a aussi des objets du quotidien qu'on ne retrouve pas partout oui, c'est vrai. et qui sont des éléments qui aussi sont des éléments de notre culture. Quand tu dis un cuit, quand tu dis un canari, quand tu dis… Alors toi, tu ne dois pas connaître parce que ça, c'est quelque… je ne sais pas. Un lélé, tu sais ce que c'est? Ah non, pas du tout. Alors, les autres, c'est… Ben, Et en du coup, fait, c'est quoi un lélé? un lélé, c'est Ben, l'anthropologue va te dire. ce dont tu parlais tout à l'heure, de la moulinette en métal qu'on a chez nous. Ben, avant ça, il y avait le lélé, c'est-à-dire c'est un bois de tifeuille à 4 branches que tu mets soit pour faire lorsque tu veux faire du chaud d'eau, tu Le l'utilises, drac. ou soit lorsque tu veux faire une béchamel, tu l'utilises. En fait, si tu veux, c'est comme un pied de poule, mais avec une tige qui est relativement longue et qui est très intéressante parce que justement, c'est fait pour des hauts canaris. Donc, c'est toujours long. Tu les retrouves dans toutes les cuisines de grand-mère parce qu'elles sont suspendues à 2 clous au-dessus de la cuisinière Exactement. ou de la… Oui, ce sont nos pratiques, oui. Et Alors, j'ai une généralement, question. les mères transmettaient à leurs filles le lélé. Alors, j'ai une Bien. question pour Raymond. Ah, on pourrait rester très très longtemps sur cette affaire de cuisine. Bon, mais Alors, maintenant, j'ai envie, alors, c'est Naomi encore. juste un instant, Gisèle, juste un instant. Alors, j'ai une question pour Raymond. Est-ce que, à travers tes travaux de recherche, tu as l'impression qu'il y a vraiment un manque, une lacune par rapport à la transmission, justement intergénérationnelle? Parce qu'effectivement, les aînés ont beaucoup de savoir, mais personnellement, j'ai posé beaucoup de questions à ma grand-mère, à mes grands-parents, mais d'eux-mêmes, ils n'avaient pas le réflexe de me parler de choses. Est-ce que tu penses qu'il y a une lacune à ce niveau-là, au niveau de la population, que ce soit la population locale ou ici dans l'Hexagone? Non, alors je vais te dire non pour 2 raisons. La première, c'est qu'en fait, dès lors qu'on parle de transmission, surtout chez nous, il faut parler du baby-dom. C'est-à-dire que la partie de la génération qui est partie, qui était jeune, qui était déjà détentrice des pratiques culinaires, des pratiques d'agriculture, elle est partie en France. Donc, si tu veux, elle a poursuivi avec les moyens, ce que Gisèle disait, avec les moyens qui existaient sur le territoire français, la transmission avec leurs enfants. Sauf que nos grands-mères qui sont restées, n'ayant plus d'enfants à charge pour la transmission et encore moins de petits-enfants, si tu veux, au fil des temps, l'histoire s'est étiolée. Moi, j'ai eu cette chance depuis 25 ans d'écumer les associations de personnes âgées, de territoires, de faire des entretiens audio, ce qui fait que même si je n'avais pas encore besoin de cette matière pour travailler, mais je les avais enregistrés, puisqu'entre-temps, les gens sont décédés. Et si tu veux, je retravaille quelquefois les bandes audio que j'ai, parce qu'en fait, les gens ont eu beaucoup de connaissances, mais ils n'ont pas eu de personnes à transmettre. Tu vois, et ça, c'est une vraie difficulté. Et tout à l'heure, lorsque je disais à Noémie qu'une jeune femme qui fait de la forge, alors que nous, dans le Nord Grande-Terre, on a perdu il y a 2-3 ans la dernière personne qui savait manier la forge et qui savait construire des outils. Pour moi, c'est intéressant, puisqu'en plus, elle s'appelle Jeanne, donc elle est du Nord Grande-Terre. Elle est du Nord Grande-Terre. Donc, en fait, elle a tout intérêt en tant qu'ingénieur à revenir parce que il y a une émulation en ce moment sur la question de la forge. Oui, je te confirme. Les gens veulent reconstruire des pièces, tout comme on a vu dans le sud de la France où on a commencé à refaire des masses, à refaire des bâtisses. Et il y a des associations qui veulent effectivement remettre au goût du jour la période vapeur aux Antilles, puisqu'on a déjà oublié ça. On a oublié qu'effectivement, que nous avions des locomotives. Il en reste encore, sauf qu'en fait, on n'a plus la technicité pour pouvoir refaire les pièces, ni refaire le chemin de fer. Donc, tu vois, un ingénieur des forges, bon, après, tu pourras toujours être artiste, mais il va falloir contribuer d'abord pour le pays.
Alors, elle est diplômée, toutefois, son métier actuel, c'est elle est artiste créatrice, justement, on va en parler. Alors, pour revenir à ce que tu disais, tu étais sur le point de nous dire quelque chose. Oui, non, moi je voulais, justement, j'avais posé ces questions sur la cuisine, mais je voulais retourner vers Naomi et lui demander en fait, parce qu'elle a parlé de la Toussaint, de ces choses-là, je voulais lui demander de nous parler un peu des religions, des fêtes éventuellement, enfin ce qu'elle a perçu de l'impact des religions et des différentes fêtes dont elle a parlé, et si elles sont différentes de ce que tu vois à Paris, par exemple. Ben, en fait, même au-delà, en fait, toutes les fêtes qui cadencent l'année, ben, elles ont cette connotation religieuse, hein, quoi qu'il arrive. Par exemple, on aura Pâques, l'Ascension qui fait intervenir Dieu, ou encore la Toussaint, où là encore, ben, il y aura des morts et du coup, il y a toute une cérémonie, on va dire ça comme ça, euh, Mhm. pour, euh, je sais pas comment, euh, comment préciser les choses, mais en fait, c'est toutes ces fêtes-là qui s'enchaînent en fait dans l'année ont cette connotation religieuse et on pourra peut-être même dire que quelquefois, c'est même au-delà de la religion, ça fait intervenir les traditions que l'on a et du coup, je ne sais pas en fait si au fil des années, ces différentes traditions vont se perpétuer. Ça, c'est mon avis. Mais pour le coup, en fait, nos parents, ils y mettent tellement de leur personne, puisque c'est une tradition, c'est une habitude, ben, du coup, que nous, en tant qu'enfants, ben, on se sent de reproduire la même chose. Par Je exemple, ne sais pas parle-nous de si j'ai la répondu Toussaint. à la question. Oui, oui, mais parle-nous de la Toussaint, par exemple. Mhm. Comment est-ce que ça se manifeste? Alors moi, personnellement, j'avouerai que je ne fête pas la Toussaint, mais je sais que auparavant, ma grand-mère, elle allait au cimetière et du coup, elle déposait une bougie en faveur du défunt pour justement lui, lui envoyer la lumière. Je suppose que c'est ça. Après, personnellement, je ne pratique pas la Toussaint, mais je suis curieuse de savoir pourquoi, en fait, au final, ben, on a ce rituel. Ben, je vais te répondre très rapidement. En fait, la Toussaint chez nous, ça revient au monument aux morts en France. C'est-à-dire, ce sont des rituels du vivre ensemble et qui se rattachent à une mémoire commune. Alors, pour répondre à la question posée par Gisèle, dans un premier temps, à la Toussaint, il faut aller nettoyer les tombes, mais en même temps, ça permet aux jeunes générations de connaître leurs ascendants. Ça a une fonction purement sociale, c'est pour éviter la consanguinité, parce qu'on est sur un territoire où ce n'est que très récemment qu'on a on a un état civil. Donc, avant, le cimetière permettait justement de faire la culture de la famille, de te rappeler effectivement qui était le parent de qui, et de reconnaître les tombes pour que toi-même, lorsque tu vas devenir adulte, tu seras un acteur de la transmission de ces connaissances. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que la veille, tu as la fête des innocents. Donc, en fait, tout le monde pense que c'est toujours la Toussaint qui est le plus important. Mais en fait, tu as une première messe qui est avant, c'est simplement celle des vivants, hein, des innocents. Et après, tu as la messe des morts, le 2. D'accord? Mais ce rituel, il est nourri parce que simplement, on a besoin, c'était notre manière à nous de nous ancrer avec l'au-delà. Et avant ça, la lumière, c'était simplement pour permettre à l'esprit de retourner en Afrique, puisqu'on était encore persuadé de cela. Et c'est ce qui t'explique pourquoi, de manière environnementale, les cimetières sont situés chez nous, soit près des mers, soit sur des mornes. C'est pour permettre à l'esprit de repartir. Donc, ça surprend souvent, puisque les gens toujours nous disent oui, mais vous avez une urbanisation qui est bizarre. Je leur dis non, elle n'est pas bizarre. Elle est liée à nos propres croyances et à cette manière que nous avons de faire syncrétisme avec un territoire qui n'était pas le nôtre. C'est vrai qu'une fois que nos enfants vont commencer à aller à l'école, et c'est ça le point de l'assimilation, c'est qu'on va les déconstruire sur ces fêtes religieuses au profit de la laïcité. Sauf que la définition qui est faite de la laïcité est fausse, puisqu'elle est polluée d'un enjeu politique. La laïcité, c'est la capacité d'avoir et de recevoir de l'autre sa différence. C'est-à-dire que
Tu es protestante, ça ne me pose aucun problème. Tu es juive, ça ne me pose aucun problème. C'est ça la laïcité. Or, la laïcité à la française, c'est pas de religion. Mais on reste quand même catholique, hein? D'accord? Pas de religion. C'est ça l'arnaque de la laïcité à la française. Oui. Mais ne sois pas dérangé par le fait de ne plus maîtriser cette pratique parce qu'en fait, une fois que tu arrives en France, et je t'avoue, même moi, lorsque j'ai travaillé en France, à un moment donné, j'oubliais ce qui était le vendredi saint. C'est lorsque j'appelais ma mère qui me disait « J'ose espérer que tu n'as pas mangé un steak. » Et je faisais « Ah, oui, vendredi. » C'est important de préciser effectivement que d'ici, on mange que des poissons, des crustacés, oui. Quelque chose. Alors, oui. On va marquer une petite. Gisèle Roth, c'est ce que tu vas dire, parce qu'on est à 40 minutes d'émission. Voilà. Je voulais juste demander à Raymond une explication sur l'image qui est à l'antenne, à l'écran, sur le cimetière de Mornano qui est noir et blanc là. S'il a des choses à nous dire là-dessus, c'était un très beau cimetière. C'est un très beau cimetière qui traduit deux choses. Tu vas aussi, si tu vas à Bouillante, il est aussi beau. En fait, c'est l'hymne à une zone et à des métiers. En fait, Mornalo, le Nord Grande-Terre de manière générale, ce sont des personnes, ce sont des ouvriers du bâtiment. Et donc, en fait, ce cimetière traduit à la fois leur savoir-faire. Et c'est intéressant parce que naturellement, les gens voyaient, on va dire, il n'y avait pas encore de book version moderne. Le seul moyen de montrer que tu étais un bon carreleur, c'était de montrer une de tes prestations. Aujourd'hui, on le fait avec le marbre. Et donc, en fait, les gens ont gardé les pratiques. C'est-à-dire qu'ils ont changé de support, mais ils ont gardé les pratiques. Si tu vas sur la zone bouillante des vieux habitants, c'est aussi un bassin où tu as des gens du BTP. Donc, si tu veux, ce n'est simplement qu'un espace de communication du savoir-faire en matière artisanale. Et tu as de très belles réalisations, même s'il s'agit d'un représentation artistique. Oui, le dernier, c'est un monsieur qui a fait un salon intégré. C'est-à-dire, il y a des loges, mais en fait, il a creusé pour que lorsque tu viennes pour la Toussaint, tu puisses t'asseoir et en même temps honorer tes morts. Donc, en fait, c'est vraiment une tribune, je cherchais le mot, une tribune des savoir-faire. Alors, mes chers amis, justement, on va partir en Martinique, chez toi, Gisèle, où on va voir un reportage de BFM, où on va voir donc une dame qui met en scène donc une préparation culinaire dans la pure tradition martiniquaise pour les fêtes de Noël. On se retrouve juste après. Et juste après, j'ai envie de vous dire que je vais lancer aussi une vidéo sur les pratiques qui sont très très ancrées aussi dans les pratiques locales. À de suite. C'est ce qu'on appelle un décollage. Monique prépare le premier repas de la journée, celui destiné à prendre des forces pour célébrer et chanter Noël. Itiné, la morue, qui va se manger ce matin. Puis il y a l'autre coco là qu'on va boire là dans un petit moment aussi, qui va rafraîchir le corps. Parce que qui dit chanter Noël dit le rhum, le schrob, la liqueur de coco, tous ces ingrédients, le pâté de Noël, la bûche, le gâteau coco. Chaque semaine, depuis début décembre, on se retrouve autour d'un buffet de Noël. Jacqueline, la sœur de Monique, a confectionné les incontournables pâtés au porc et au poulet. Une préparation minutieuse pour un concentré de saveurs qui a l'odeur de l'enfance. Je fais déjà d'abord le cochon avec nos parents et ensuite ma mère préparait le boudin, le pâté. On l'aidait, on voyait comment ça se passait et puis on a gardé tout simplement la tradition. Les deux sœurs réchauffent le boudin créole et dressent le buffet généreux. Au menu de cette journée, abondance et partage. Très bon. Alors là, il est très traditionnel. Hein. Du porc, des pâtés, du boudin cochon. Donc tout ce que tu peux trouver à la Noël. Après les papilles, les vocalises. Noël se célèbre avant tout en chansons. Un registre de chants chrétiens. Au rythme soutenu des instruments traditionnels. La fête ne fait que commencer, tous se retrouveront autour d'un autre chanté Noël dans quelques jours.
Bon, on va revenir dessus. Est-ce que vous m'entendez tous? Pardon? Est-ce que vous m'entendez? Donc, tout va bien. Voilà, Oui, on t'entend. Est-ce que toi, tu m'entends? Oui, on m'entend. Je pense qu'on entend tous. Alors, Raymond, on était dans la pure tradition donc, de Noël. Tout à l'heure, je vais diffuser la vidéo donc, du chanté Noël, des cantiques. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? D'où est-ce que ça vient? Comment est-ce que ça a commencé et l'évolution au fil du temps? Ben, maintenant, c'est plus du jeu, puisque tout à l'heure, j'ai dit à nos amis que tout ça nous venait du Bacchus normand, des premiers colons qui sont arrivés. Mais oui, en fait, les internautes qui sont en train de nous suivre vont dire que je suis un tueur de plaintes, tueur d'amour. Mais je suis désolé, mais je suis un chercheur. Donc, le chercheur ne dit pas forcément que des choses qui plaisent. Non, ce qu'il y a de bien, c'est que ces choses qui nous sont arrivées de l'extérieur sont devenues nous. C'est l'affirmation que portait Noémie tout à l'heure. On est tout ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a su les préserver, on a su les conserver. Alors, c'est vrai qu'on parle toujours de la religion catholique chez nous, mais en fait, tu as les protestants aussi qui ont gardé leurs pratiques. Il faut garder à l'esprit qu'on est quand même 31 groupes ethniques aux Antilles. Donc, ça veut dire que tu retrouves une partie de l'Asie chez nous, une partie de l'Afrique, une partie de l'Eurasie, puisque nous avons eu des Chinois, ils ne sont pas arrivés dans les années 80. Donc, en fait, on est ce carrefour de culture. Et pour Noël, oui, on a fait une évolution dans les chants de Noël, c'est que vous avez les chansons classiques que nous récupérons des cantiques religieux, mais nous avons aussi la grivoiserie. Et c'est vrai que tu as choisi 2 vidéos de chants classiques, mais grivoiserie, c'est mieux. Puisque une fois que le taux d'alcool circule bien dans le sang, on passe aux grivoiseries et généralement, c'est là où le chanté Noël devient plus intéressant, puisque c'est la deuxième partie, les enfants dorment déjà et on donne libre cours. Justement, j'allais rebondir là-dessus. Quelle est la différence entre les 2 chansons? Parce que personnellement, la grivoiserie, je ne connais pas. Ouais. Ben, en fait, les artistes aujourd'hui ont adapté les cantiques de Noël. Alors, il y a un groupe martiniquais que j'aime particulièrement, même si les gens trouvent que c'est pas intéressant, c'est KLM, et qui chante Petit Jésus, mais en version dancehall. D'accord, avec vous pouvez retrouver sur YouTube, je ne vais pas faire la traduction. Mais en fait, les groupes, enfin les jeunes aujourd'hui ont décidé de s'approprier de ces chansons-là parce qu'effectivement, ça leur parle, parce que c'est une partie de leur imaginaire lorsqu'ils étaient petits. Bon, en version dancehall, c'est mieux pour les gens qui aiment la dancehall, mais c'est surtout les textes. Alors, il y a des textes qui sont des copies-collées d'encore des chants religieux, mais il y a des textes qui sont aménagés par rapport à la perte de valeur qu'ont subi nos différentes sociétés par rapport justement à la fête de Noël. La deuxième chose qu'il convient de dire par rapport à ton interrogation, c'est qu'on a fait évoluer les choses. Même la religion a évolué. Vous vous souvenez, on était tous formatés par la messe de minuit, maintenant qui est à 20h, mais dont on a conservé le nom. Alors, ça me fait toujours sourire. Pourquoi appeler la messe de minuit alors qu'elle se fait à 20h? Et lorsqu'elle se faisait à minuit, ça avait un sens, puisqu'on avait tous les préparatifs du manger qui arrivait à minuit, et bien, effectivement, on mélangeait les saveurs, les enfants se réveillaient et il y avait tout ce côté vouloir vivre ensemble, culture, syncrétisme, tout ce qu'on veut, c'était... Maintenant, lorsque tu le fais à 20h, ça n'a pas de sens puisque tu as avancé de 3 heures ou de 4 heures, quelque chose que naturellement tu savais qui était ponctué par la messe de minuit, donc le retour à la maison. On n'a pas parlé de passer de maison en maison, puisque lorsqu'on sortait de la messe, on passait de maison en maison pour les personnes qui avaient la pratique religieuse, mais pour les hommes qui avaient pris de l'avance, ils commençaient, dès lors que les femmes partaient à la messe, ou en allant déposer les femmes à la messe, ils passaient de maison en maison. Après, je mets une nuance dans mon propos, c'est qu'on avait moins de contrôle routier, donc on pouvait avoir plus de tafia. Aujourd'hui, je ne conseillerais personne, sinon de le faire à pied et sur un petit parcours. Du coup, est-ce qu'on peut dire que ces différents rites, ils ont été adaptés à l'époque? Oui. Parce qu'ils ont été adaptés à 2 choses. Nous vivions à l'époque sur des îlots d'habitation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les mêmes familles qu'on retrouve un peu partout, mais sur des petits groupes, de petits territoires. Donc, en fait, faut pas oublier, Noël, c'est quand même une fête de partage.
Et la dame l'a dit, ça commençait déjà depuis le 23 ou le 24 par tuer le cochon. Je ne vais pas revenir sur le rituel de tuer les cochons parce que je suppose parmi nos internautes, il y a des personnes qui ne veulent pas entendre parler de ces atrocités. Mais moi, je trouve que ça nous construisait puisqu'en fait, pour les enfants, il fallait nettoyer les oreilles, les pattes et le nez. Et qu'en fait, on leur donnait à frire la rate comme récompense. Donc, en fait, il y avait un rituel de transmission dans cela. La deuxième chose, c'est que concevoir le boudin voudrait dire effectivement qu'il fallait que les enfants émessent les cives et tout ça. Donc, en fait, il y avait vraiment un temps où parents et enfants partageaient un savoir-faire. Même si la finalité qui était effectivement d'enfourner les boyaux de la pâte composée était la chose réservée aux adultes, mais pour les enfants, on leur laissait le soin d'attacher les boyaux pour pouvoir faire les parts de boudin et veiller le tout sur une barrique coupée qui était dehors, qui permettait justement, lorsqu'on mettait des feuilles de banane dedans pour éviter que ça touche le fond, de savoir lorsque c'était bon. Donc il y avait une transmission qui était faite au travers de tous ces rituels qu'aujourd'hui, pour des raisons sanitaires, on ne peut plus le faire puisque tout est contrôlé. Mais en même temps, je dis, tout est contrôlé. Peut-être parce que pour avoir rendu visite à des amis dans le Nord, eux, ils continuent sans contrôle sanitaire, tout ce qu'ils font. Hein. Il n'y a que chez nous qu'il y a du contrôle sanitaire. Il faut se poser la question, quel est l'objectif de ce contrôle sanitaire si ce n'est pas de casser des socles de transition qui demeurent encore? Parce que c'est tout ça l'intérêt, hein, c'est de pouvoir créer des imaginaires pour des enfants. Et même chez mes amis qui sont protestants, ils le disent aussi qu'ils ont de moins en moins la possibilité d'ancrer leurs enfants dans cet imaginaire parce que aujourd'hui, les possibles qui sont diffusés par le numérique les éloignent de l'intérêt d'une tradition. Parce que l'intérêt d'une tradition, c'est lié en est une appartenance ethnique. Et si on n'arrive pas à faire ça au nom de l'universalité, puisque moi je dis toujours aux gens que l'universalité n'est pas si anodine que ça, elle tue les singularités. Ça veut dire que je ne serai plus martiniquais, je ne suis plus guadeloupéen parce que je n'ai plus rien qui me différencie l'un de l'autre. Et c'est important. Oui, continue. Non, vas-y. Justement, en tant qu'acteur, parce que selon ce que tu dis, on a l'impression qu'au fil des années, les traditions sont vouées à se perdre. Donc, en tant que personne qui souhaiterait que les traditions perdurent, quelles seraient les actions à mettre en place? Qu'est-ce qu'on pourrait amener, apporter en tant que jeune, personnellement, pour que ces traditions perdurent? Je vais te répondre sans mettre en danger la vie de Benton. Je t'avouerai que lorsque je l'ai rencontré, j'étais à mon niveau en train de me balader d'île en île comme une personne en errance. Et avec l'outil numérique et son émission d'île en île, on a pu commencer à travailler autrement. Et cette question de la transmission, on la poursuit via le numérique. Moi, je n'oppose jamais les techniques. Et je t'avoue effectivement que je prends toujours plaisir à partager parce que je me rends compte que c'est une autre manière de toucher les gens. Parce que je le vois en faisant des interventions en milieu scolaire. Souvent, les gens disent que les jeunes ne seront intéressés à rien. C'est faux. J'ai commencé par faire de l'anthropologie pour les primaires. J'ai refusé de travailler avec les universitaires parce que j'ai dit, j'ai besoin des enfants. Et lorsque j'ai commencé à travailler avec les enfants sur ça, en leur demandant, c'est quoi les pratiques? Les mêmes questions que Gisèle t'a posées. C'est quoi les pratiques dans votre famille? Est-ce que tu connais Tati? Où est-ce qu'elle habite? Je me suis rendu compte qu'en fait, on était en train de produire des enfants anomiques. Ils ne savaient rien sur leur famille et encore moins sur les pratiques. Tu vois, c'est exactement ça. Et on pourrait élargir le cercle de la transmission à le rapport à la terre, les cultures. On a perdu beaucoup de fruits et légumes parce que simplement, les supermarchés sont venus concurrencer notre esprit et notre palais. Et tu vois, tout ce dont je t'ai parlé, lorsqu'on sait effectivement qu'on a suffisamment de fruits et légumes au pays pour ne jamais rentrer dans un supermarché, quid du fait effectivement que nos enfants n'ont plus de saveur? J'en profite pour faire un petit clin d'œil à l'association Martinique L'Azoté qui justement fait un très très gros travail. Super. Entre les élus. Absolument. Oui. Vraiment, félicitations à eux. Et voilà, donc c'était ce petit clin d'œil. Oui. Oui, alors
Est-ce que je peux enchaîner? J'ai eu vraiment le privilège d'aller les voir travailler et je trouve ça extraordinaire, la sauté, parce que c'est justement, ils prennent des jeunes à qui ils apprennent la culture, l'agriculture, et avec des aînés qui en même temps font revivre les musiques et tout cela. Alors, puisque j'ai le micro, je le garde, j'ai envie de demander à Raymond et à Naomi, mais peut-être à toi aussi, selon vous, qu'est-ce qui pourrait faciliter, et ça c'est surtout Naomi, cette transmission? Quels seraient les vecteurs de cette transmission? Tu vois, on est là, tout le monde en parle, on aime bien. Si tu avais un vœu, qu'est-ce que ce serait? Ben, personnellement, je prends la parole pour le coup, mais personnellement, en fait, pour moi, la transmission, c'est une question de partage. Et du coup, en fait, pour pouvoir favoriser la transmission, ça serait déjà, comme l'association le fait très bien, hein, de mettre en contact ben, les jeunes et les anciens. Et du coup, ben, cette communication entre les jeunes et les anciens permettra de transmettre ne serait-ce que le minimum, mais en fait, ce minimum permettra de perdurer les traditions, rien que le fait de connaître, parce qu'en réalité, ben, au fil du temps, ce qui fait qu'on perd une tradition, c'est qu'on n'entend pas parler de la tradition en question. Du coup, ça serait juste pour moi mettre en contact les anciens, les jeunes et que les deux discutent. Ben moi, je vais te répondre, Gisèle, par une réponse qui va encore fâcher. Il faudrait que sur nos territoires, qu'il y ait une vraie politique culturelle. Alors, c'est vrai que nous, les acteurs, alors même moi, je suis normalement censé être rangé dans le groupe recherche scientifique. Je fais plus de culturel que de recherche scientifique parce que je me suis rendu compte que j'étais obligé d'utiliser ma casquette d'anthropologue pour valider et valoriser un certain nombre de pratiques culturelles. Et je trouve ça anormal que nous ayons des fonds dédiés à cela, mais qu'il y a une espèce, alors je ne sais pas si c'est lié au fait que nous soyons des territoires périphériques, mais en fait, j'ai l'impression qu'on ne sait pas valoriser la culture et où on essaie effectivement de la modifier à une source politique. Ça me dérange très fortement. Je donnerai un seul exemple. Il y a de ça quelques années, lorsque j'étais encore un beau jeune homme avec des cheveux noirs, un festival des arts culturels en Guadeloupe, qui était une expérience conjointe du conseil départemental et du conseil régional. Ça a marché pendant 3 ans, après, plus rien. Ce festival était super intéressant parce qu'en fait, il y avait musique, théâtre, cinéma, avec tous les acteurs du bassin caribéen et autres. Ce qui faisait, on pouvait inviter des gens. Ça marchait très bien parce que la population se déplaçait, puisque c'était fait dans les forts en Guadeloupe. Donc, il y avait une partie qui était faite à Basse-Terre, l'autre partie au Gosier et la dernière partie en Nord-Grande-Terre. Du jour au lendemain, pour X raisons, il y a eu des impossibilités de faire et progressivement on s'est éloigné. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont livrés à eux-mêmes et d'ailleurs, on est un territoire tellement riche en friches culturelles et historiques, mais pas valorisé. Alors, généralement, les gens font toutes sortes de choses sur ces lieux-là, des concerts, des rencontres, des spectacles, sauf la question historique et culturelle. Donc, je crois qu'une vraie politique qui partirait des enfants, comme pour ce qui est fait en France, hein, parce que je ne suis pas en train de réinventer le fil à couper le beurre, ça marche très bien en France, pourquoi ça ne marcherait pas chez nous? Pourquoi il n'y a pas cette linéarité de suivre les fonds dédiés pour la culture? Pourquoi on a du mal à avoir des pièces de théâtre chez nous? Ça veut dire qu'on est des incultes alors. Alors qu'une fois qu'on part en France, on va regarder des pièces. Donc là, pour moi, il y a un vrai problème d'initiation à la culture qu'il faudrait depuis le primaire. Et même ce que tu as connu, que j'ai connu, les kermesses, pour moi, c'était un outil formidable, la kermesse, parce qu'il y avait toujours un spectacle de fin d'année. Donc, ça faisait des émulations et ça permettait aux enfants de se mettre en valeur. Danse, théâtre, sport. Et progressivement, tous ces outils-là, qui quand même, je vais rajouter les fêtes de communes, tous ces outils-là étaient autant d'espaces où on pouvait communiquer nos savoir-faire, nos pratiques, les faire vivre. Parce que ce que tu as dit, Noémie, est vrai. Plus que d'en parler, il faut les faire vivre. Or, nous savons que nous sommes tous pour un temps limités sur Terre.
Les générations qui ont été porteurs de ce sens-là sont parties. On a une génération qui a été vivre en France et qui est entrée dans la modernité, dans le confort de la France. On ne va pas se mentir. Et là, on est à la troisième génération qui fait revivre. C'est-à-dire ta génération, Noémie, est en train de faire revivre au travers de la musique. Bon, après, il faut toujours repréciser aux gens, hein, parce que dernièrement, j'avais une discussion avec lorsque, comment ça s'appelle, Admiralty a repris des grands classiques du tambour, et les gens me disent, ouais, c'est Admiralty. Je leur fais, non, c'est pas Admiralty. Debrid Show n'a jamais été Admiralty. S'il l'a remis au goût du jour, essayez de savoir quel est l'auteur. Et c'est important ce travail que vous faites, qui est un travail de remémoration. Et c'est important aussi que ce travail soit poursuivi. C'est-à-dire que c'est à vous aujourd'hui de vous accaparer. Toi, en tant qu'artiste, je te donne un exemple tout simple qui fera son chemin. La période de la locomotive à vapeur. Il nous reste une seule usine à vapeur, c'est celle de Séverin. Sinon, la vapeur est partie. Donc, en fait, on avait tout un savoir-faire. Donc, tu as toute une génération qui a disparu. Et peut-être aussi donner des émulations de métiers. Puisque la culture, c'est aussi ça. Il y a plein de corps de métiers qui peuvent être valorisés dans la culture. Sauf que si elle n'a pas cours sur le territoire, tu ne peux pas les valoriser. Le dernier espace où tu l'avais encore, c'était Marie-Galante, le pays Marie-Galante. Mais même le pays Marie-Galante est en train effectivement de péricliter, puisque les gens s'en vont pour différentes raisons et ne reviennent pas. Donc, en fait, il y a ça. Moi, je prends plaisir toujours à regarder ce qui se fait chaque année comme un rituel, avant le 27 mai. C'est les grands Léros de la capitale. Pour moi, tant qu'il y aura encore des fervents qui vont faire vivre ça, ou encore les joueurs qui sont près des halles, c'est autant de morceaux de culture et d'histoire qui demeurent encore sur le territoire de France. Ouais. En tout cas, Cause, tu es un très grand gardien de la tradition et c'est tout le sens de notre démarche aussi à travers l'émission, la transmission. Et vraiment, je remercie Gisèle de m'avoir proposé aussi cette idée en collaboration avec Femmes de la Démer. Vraiment, c'est vraiment un très, très grand projet auquel on tient beaucoup, qui va consulter tous les acteurs des différents océans, des 3 océans, l'Atlantique, l'océan Indien et l'océan Pacifique. Donc là, pour la première, on est aux Antilles, on partira bientôt dans l'océan. Vraiment, merci beaucoup. Avant de se quitter, parce que l'on est déjà à 1h03 d'émission, donc je vais parler un petit peu de l'activité de Naomi. Naomi qui est ingénieure en forge et en fonderie, mais avant tout, son métier actuel, elle est une artiste créatrice. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais? Je vais, alors, avant que tu ne répondes, donc je vais juste lancer une vidéo qui présente un peu ce que tu fais comme création. On se dit à de suite. Qui l'argent qui bel grand qui plein formador. Ça moins qu'à parler là, c'est ça tout le monde c'est venu tous les jours. Trouver au bord fenêtre aller au cas lever le bon matin. L'eau de l'amour. Ça plus belle qui soleil à lever au loin derrière l'horizon. Qu'a venu porter lumière et puis chalet là pour nous tous. Si tu te peux trouver devant portant l'eau qu'à partir le matin. L'eau de l'amour, l'eau de l'amour, l'eau de l'amour, l'eau de l'amour, l'eau de l'amour. Papa?
Impeccable, j'ai su réagir au bon moment. Du coup, pour parler de mes créations, je fais tout simplement des créations artisanales faites main. Je pense que pour la plupart, vu que vous venez des Antilles, vous connaissez le jeu de domino. Et du coup, je Martinique. réalise des jeux de domino. Et il faut savoir que, comme Raymond a dit depuis le début, le jeu de domino ne vient pas du tout des Antilles. Non. Et du coup, Raymond, tu pourras nous dire d'où vient le jeu des dominos? En fait, tu retrouves le domino depuis l'Inde et jusqu'à toute la partie Asie. En fait, c'est d'abord là que ce jeu a... En fait, tu retrouves le jeu tel que nous le connaissons avec les pièces, mais le jeu de domino, tu le retrouves aussi en Afrique. C'est assez particulier sous une autre forme. Mais c'est pas ce que je voulais dire. En fait, je ne savais pas que c'était toi parce que la dernière fois, j'étais en escale à Martinique. Et non, mais je vais être franc avec toi. J'ai hésité entre une bouteille de rhum et ton jeu. Et en fait, j'ai pris ton jeu. Et Mais je je ne sais pas regrette si c'est moi, parce qu'en réalité, il y a peut-être d'autres personnes qui en Martinique font ça. Hein. C'est sûr que c'est moi. Madras plus les feuilles d'or, non, c'est ton truc. C'est pour ça que je regardais, je fais. Et en plus, les prénoms, c'est ce qui m'avait marqué. Et en fait, j'ai ramené ça pour une amie. Et je me suis dit, mon Dieu, entre une bouteille de rhum et un jeu de domino, il faut vraiment que je devienne fou pour prendre un jeu de domino. Mais c'était pour son anniversaire. Et donc, je le lui ai ramené. Donc, c'est pour ça que je souriais tout à l'heure. Comme quoi, effectivement, merci, monsieur Preston Pelage Belize, de me présenter encore une belle personne. Parce que ça m'a permis de faire le lien. Ouais. Non, je t'assure, c'est bien toi. Et du coup, ben, je réalise des créations artisanales, hein, notamment les dominos, les planeurs, des porte-clés, pas mal d'éléments qui sont tous personnalisés. Et du coup, ben, c'est des cadeaux parfaits à offrir, hein, puisqu'en général, ben, on a des éléments à thème, on me donne un thème et je crée. Voilà. D'accord. Et pour te trouver, on te trouve sur Instagram et Facebook. Exactement, on me retrouve sur Instagram et Facebook à nao-résine, pardon. Et pour les vieux qui n'auraient pas Insta, on te rejoint comment? S'il n'y a pas Facebook, pas Instagram, ben on peut passer par les éléments conventionnels, on va dire, c'est-à-dire le téléphone. D'accord, ok. Ou Alors, sur le net, quoi. On va te retrouver. Ouais, voilà, c'est ça. Il y aura toutes les informations sur un site internet et tout. Ça marche. Alors, on va vous poser la toute dernière question de l'émission. C'est le soin à Gisèle de le faire. Et ensuite, on va conclure. Oui, alors, bon, évidemment, oui, on va conclure. Non, je voulais demander à tout le monde, pour vous, donnez-moi des synonymes ou des mots qui se rapprochent de transmission. Alors, je vous en donne un, je mets tradition, mais j'en ai d'autres. Alors, transmission, moi, c'est légitimité. C'est le mot qui va toujours avec transition. Transmission, pardon. Pour moi, transmission, ça serait partage. Pour moi, ce serait manioc, farine manioc. Ah, là, non, tu veux créer un grand autre problème. Tu veux créer un problème. Moi, je vais aller plus loin et je vais dire héritage. Et je voudrais bien que vous réagissiez là-dessus. Oui, héritage commun. Je rajoute commun à ce que tu viens de dire. D'accord. Et toi, Naomi? Ben, en fait, oui, en fait, depuis le départ, Raymond, il ne cesse de dire que tel élément, il vient de tel endroit, tel élément, il vient de tel endroit. Du coup, oui, ce sont un mélange de tout. Et du coup, oui, c'est un héritage qui nous vient de différentes cultures. Alors, c'est important. C'est important ce que si je vous dis le matrimoine, et ce sera la dernière. Matrimoine, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, c'est notre société. Matrimoine. Matrimoine, c'est-à-dire que les biens se transmettent par la mère. Oui, je dirais une autre société. Société Guadeloupe, Martinique, Brésil, tout ça, ce sont des sociétés de matrimoine. Alors, pour revenir à ce qu'a dit Naomi, ensuite on va conclure, c'est que effectivement le métissage, on retrouve un petit peu à tous les niveaux de notre culture.
Et ce métissage qui est très, très présent, qui est peut-être pas visible, mais qui est quand même très, très présent, au contraire de l'océan Indien, où quand même on voit ce critère de métissage qui sont catégorisés, hein, donc en fonction, par exemple, par rapport au plat, en fonction des différents plats préférés. Chez nous, aux Antilles, c'est beaucoup plus subtil, c'est un mélange subtil à travers l'art culinaire également. Donc, c'est ce qui constitue aussi qui nous sommes, en quelque sorte. Oui. Oui. En fait, voilà. Donc, tu parles d'identité, là. Des identités. C'est tout, j'ai plus rien à dire. Les identités, oui, tout à fait. C'est les identités. Et pour juste renforcer ce que tu dis, en fait, chez nous, c'est des grandes dates. Lorsque tu regardes 1700, alors, alors, les gens disent que 1848, c'est l'abolition de l'esclavage. Bon, ça aussi, c'est une arnaque, puisque une loi est abrogée lorsqu'elle cesse de produire des de raffiner le sucre. C'est encore le code noir. Donc c'est encore, pour moi, il n'y a pas eu d'abolition de l'esclavage. Non, mais la date que je retiens, c'est après, c'est l'arrivée à la fois des Libanais, parce que c'était la guerre, des Indiens et des Congo libres. Ces trois arrivées-là sur nos territoires nous ont amené effectivement une partie fort intéressante culturellement, puisque nous avons commencé à colorer nos plats et à les épicer à l'eurasienne lorsque les Indiens sont arrivés. Nous avons augmenté nos pâtisseries libanaises. Il y en a beaucoup chez nous, et contrairement à ce que les gens pensent, mais sauf qu'en fait, c'est une communauté qui vit en Guadeloupe, mais en même temps qui ne se mélange pas trop, qui garde ses traditions. Et les Congos, parce qu'en fait, ils nous ont ramené une partie de l'Afrique non distillée par la traite négrière. Donc, en fait, pour moi, ce sont ces richesses-là qui vont faire que ces socles culturels purs vont nous obliger, nous, après, à faire un travail de reconstruction. Et c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, on est réunis cet après-midi. C'est parce qu'on a besoin de produire du sens. Puisque le mot que je ne voulais pas mettre tout à l'heure, lorsque Gisèle m'a posé la question, j'ai mis commun, mais c'est sens. Qui dit héritage dit sens. Et plus on travaille sur notre héritage, plus on se rend compte, en fait, que il y a des éléments qui nous ont construits. Je te donne un exemple. Il y avait une conférence à Paris sur le couteau chien. Ça m'a beaucoup fait rire. Mais il n'y avait aucun Antillais. Il n'y avait que des Européens. Et les gens étaient choqués. Et je leur dis non. Parce que la coutellerie de Lyon, elle va faire son business sur notre dos. Elle va produire... Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, dans les cuisines de nos mères, de nos grand-mères, il y avait un couteau chien qui te tranchait la main. D'ailleurs, c'est un couteau qu'on a toujours interdit aux enfants. Mais en même temps, Lyon a continué à produire ce que tu aimes bien. L'ordinaire. Lyon a produit le corned-beef. Oui, qui est un truc qui est dégueulasse. C'est tous les restes de bœuf qu'on a salé, cuit et salé. Le beurre sauvaco que tu aimes, c'est Lyon qui a produit ça. Donc, en fait, cette zone de la France s'est fait une richesse, parce que tous ces produits-là, tu vas les trouver chez nous, mais tu ne vas pas les trouver dans les étals en France. Bon, oui. Alors, donc, ce sera le mot de la fin. Alors, juste pour conclure, parce qu'on a largement dépassé le timing par rapport à l'émission, et pour cause, on a eu des problèmes techniques au démarrage. Oui. Et une fois que ça a été lancé, vous voyez que c'est un sujet vraiment passionnant. En tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis. Et aussi, j'en profite pour remercier les replayers, parce qu'il y en a aussi qui vont voir l'émission en replay. Et je pense notamment donc, à tous nos amis qui sont dans le Pacifique. Merci en tout cas à vous. Les savoirs ancestraux, donc on sait que c'est des vecteurs de développement culturel et social. Il ne faut pas les négliger, c'est important. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Gisèle, pour finir? Non, je trouve que, je remercie bien sûr tout le monde et je trouve que c'est un travail à poursuivre et rendez-vous, je pense, en septembre pour la nouvelle émission. Et c'est super. En tout cas, moi, je me suis bien amusée. Je me suis enrichie d'ailleurs.
avec 2 générations, même 3 générations. Et c'était vraiment très bien. En tout cas, j'espère que les personnes qui nous ont suivis auront aussi autant d'intérêt que nous y avons pris. Et on attend leurs questions, leurs réponses et tout. Ça continue et on a besoin d'eux. Merci. En tout cas, merci à vous tous, merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se dit à très très bientôt à la rentrée. À très bientôt. Bon week-end. Ça marche. Au revoir. Au revoir.